Tout juste 8h37 sur RMC et BFM TV. Mon invité ce matin, c'est le député de la Somme, Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Benjamin Duhamel. Alors d'abord l'information de la matinée. 2 jours après la mort d'un enfant de 10 ans à Nîmes, tué par balle. Une nouvelle victime de 18 ans tuée cette nuit, là aussi par balle, dans le même quartier de Pisevin. Tout cela malgré l'envoi de la CRS 8, la compagnie d'intervention spécialisée dans les violences urbaines. Ça veut dire que la réponse sécuritaire, ça ne sert à rien. Rien n'arrête les trafiquants? Ça veut dire en fait que le problème de fond, ce n'est pas la capacité de la police à faire son travail, c'est l'autorité de l'État. De toute évidence, ces gangs, cette racaille n'a plus peur de l'autorité de l'État. Ils considèrent que même quand on envoie une brigade d'élite comme la CRS 8, avec ses compétences, avec la reconnaissance qu'elle a de tous les professionnels, eh bien, ils n'ont pas peur d'eux. Ils règlent leur compte. Qu'il n'y a aucun message de fermeté, ils considèrent pas d'autorité de la part de Gérald Darmanin. Le message est envoyé aux Français. Bien sûr que sans doute les habitants ont été soulagés dans le règne de terreur sous lequel ils vivent d'avoir ces policiers en plus, cette brigade d'élite qui est venue les protéger. Mais ils savent bien que ce territoire est désormais, comme d'autres, hors de la République, car ces personnes pensent qu'ils peuvent faire régner la loi à la place de l'État, et de facto, ils le font. Donc ce n'est pas seulement, si vous voulez, des réponses ponctuelles qu'il faut apporter, c'est une volonté politique générale de réaffirmer l'État. Ça fait des années qu'il y a ce type de règlement de compte. Est-ce que c'est pas un peu facile d'arriver sur un plateau de télévision, de dire le problème c'est l'autorité de l'État? La réalité, c'est qu'il y a un enfant de 10 ans qui meurt par balle, et que 2 jours après, malgré l'envoi d'une force d'élite, on a l'impression que les trafiquants, les dealers, s'en fichent totalement. Est-ce que ça changerait quelque chose si vous étiez au pouvoir? Oui, vous avez vraiment là une d'arrogance de dire que ça changerait quelque chose? C'est pas une arrogance, c'est la certitude que nous avons, nous, la volonté de débarrasser la France de ces gangs. Voilà, nous l'avons. Voilà. Ils n'ont pas cette volonté. Nous aurions une politique de fond qui serait durable pour rétablir l'autorité. Nous aurons une vraie politique, une politique pénale. Nous aurons une politique pénale, mais le trafic de drogue n'est qu'un symptôme du dérèglement de l'État, de l'absence d'autorité. C'est parce que les consommateurs, parce que les gangs, parce que les dealers savent que les frontières ont été désarmées, que la police peut arrêter, mais que la justice va les relâcher, que les prisons sont pleines. Vous l'avez dit, pas seulement depuis 1 an, depuis 5 ans, 10 ans, depuis que je suis né, j'entends qu'on ne construit pas assez de prisons dans ce pays. Donc nous savons très bien les problèmes de fond de la France. Si Marine Le Pen était au pouvoir, vous pensez que ce type de drame n'arriverait plus? C'est pas une baguette magique, c'est pas du jour au lendemain. Malheureusement, les gangs ne vont pas changer de comportement du jour au lendemain. C'est que nous aurons une main de fer pour faire en sorte que durablement, il y ait une politique pénale dans notre pays qui démantèle totalement le trafic de drogue. Une ou deux mesures très concrètes pour lutter contre ce genre de drame. Le problème, Monsieur Duhamel, c'est justement, c'est que ce ne sont pas des mesurettes. Voilà, ça fait 20 ans, vous l'avez dit, 10 ans, des années que les Français, dès qu'il y a un drame, entendent des hommes et des femmes politiques qui se précipitent pour les plateaux pour expliquer qu'ils vont faire un coup de baguette magique. Et c'est parce qu'on va rajouter quelques policiers, quelques gendarmes que les problèmes vont être réglés. Non, c'est qu'il y a une volonté de fond, une politique de fond qui doit être menée durablement, avec des personnes à la tête de l'État, évidemment, et avec à la tête de l'État. Oui, absolument, c'est un enjeu clé. Vous avez raison. Il y a un désarmement psychologique des élites françaises avec la drogue. C'est-à-dire qu'à tous les étages de la société, on considère que consommer de la drogue, ce n'est pas si grave, que c'est peut-être même bénéfique. Dans toutes les grandes écoles françaises, parce que j'en ai fréquenté beaucoup, la consommation de drogue est banalisée. Donc vous avez une partie considérable des élites françaises. Eh bien, il faut le changer. Il faut en mettre en prison pour un certain nombre de personnes. Ça peut être possible, mais surtout alourdir les peines et considérer que c'est systématique. Moi, je peux vous dire que quand vous aurez les enfants de la bonne bourgeoisie qui consomment de la drogue et qui font vivre indirectement un enfer aux classes populaires qui habitent dans ces quartiers, ils iront quelques jours en prison, où ils auront en tout cas une procédure pénale lourde qui les rafraîchira les esprits, donc, qui leur rafraîchira les esprits. Ils auront un autre regard sur la drogue. Oui, il faut le dire. Moi, je le dis parce que c'est un domaine malheureusement que je connais bien, que j'ai bien affronté. Oui, vous avez des classes dirigeantes françaises, une partie des classes dirigeantes françaises qui sont. Quand vous dites vous les connaissez, ça vous avez. Mais parce qu'on le voit au quotidien, on le voit quand vous pouvez vous balader. Parce que dans les soirées des grandes écoles, que ce soit Sciences Po ou les écoles de commerce, vous avez une banalisation de la drogue. Ces personnes deviennent ensuite des dirigeants de grandes entreprises politiques. Voilà. Dans le milieu politique, il y a une banalisation. Il y a des gens qui. Il y a une banalisation à tous les étages. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Non, c'est pas justement facile de le dire parce que dès que vous dites ça, vous allez dire oui, tu exagères, tu es complotiste, tatata. Non, il y a une banalisation de la consommation en France. C'est d'ailleurs une spécificité de notre pays, le niveau de consommation. Dans le milieu politique aussi, vous considérez qu'il y a une banalisation? Mais Emmanuel Macron dit qu'il faut lutter contre tous les trucs. Gérald Darmanin dit la drogue c'est de la merde. Vous avez encore reçu hier Monsieur Bompard qui vous explique
d'ailleurs sans vraiment l'assumer, puisque là, le drame était trop grave, que la légalisation de la drogue, voire de tous les types de drogue. Vous avez même des responsables politiques qui pensent qu'il faut même légaliser les drogues dures. Parce que eux disent on a l'arsenal le plus répressif d'Europe et ça n'empêche pas la consommation et ça n'empêche pas les trafics. Mais c'est totalement faux. On n'a pas un arsenal législatif le plus dur. On a beaucoup de mots, beaucoup de gens qui se précipitent sur les plateaux pour dire à la fois que tout est grave, mais que ça n'existe pas dans certains milieux. Moi, je vous dis que psychologiquement, une partie des élites françaises sont désarmées, voire considèrent que tout ça n'est pas très grave, et que donc les gangs, les mafias se sont infiltrés dans cet état de désarmement général. Est-ce que vous allez aux portes de Paris, vous allez aux portes de Paris, pardon, ou au cœur des villes, vous avez le 18e arrondissement, un certain nombre d'arrondissements parisiens qui sont gangrénés par le shit seulement, ils sont gangrénés par les pires drogues possibles, avec des armées de zombies que les autorités déplacent d'un quartier à l'autre, pas depuis du crack, oui, ouais. Pas depuis une semaine, pas depuis un mois, depuis des années. Donc les gens assistent à ça dans des quartiers entiers et les élites, je suis désolé, les élites derrière ne font rien de concret. Vous savez, je suis désolé, il faut dire aux Français, ils le vivent de toute façon au quotidien. Maintenant, vous avez même les métros parisiens, voilà, qui doivent s'arrêter parce que vous avez des craqués qui sont sur les voies. Voilà, on en est là. Pardon, voilà, on en est là. Ce qui est assez singulier, c'est que vous on a l'impression que vous dites il y a une complaisance à l'égard de la drogue parce que les élites consomment de la drogue. C'est ce que vous dites? Non, je dis à tous les étages, y compris les élites. Voilà, y compris les élites. Donc quand vous avez une partie des élites dirigeantes qui considèrent que ce n'est pas si grave, qu'on peut consommer, que c'est même sympathique, que c'est récréatif, voilà, c'est le mot qui est utilisé, eh bien oui, vous avez un désarmement général. Ce n'est pas le cas de tous les pays en Europe, parce qu'on dit, on a tendance aussi à faire croire aux Français que c'est pareil partout. Non, ce n'est pas pareil partout. Il y a des pays où consommer de la drogue, eh bien, par exemple, ça peut vous valoir de perdre votre mandat. C'est pas le cas de tout le monde en France. Jean-Philippe Tanguy, un mot sur la situation en Russie et la mort d'Evgeny Prigojine dans un accident d'avion. Le patron de Wagner qui avait fait une tentative de putsch avorté le 24 juin dernier. À l'instant, la réaction de la diplomatie française. La France évoque des doutes raisonnables sur les conditions du crash aérien. Est-ce que vous aussi, vous avez des doutes raisonnables sur les conditions de ce crash? Moi, je fais confiance à la diplomatie française, d'une manière générale, dans les périodes de guerre où le mensonge, la désinformation, les guerres d'influence sont légion. On ne peut avoir confiance que dans notre diplomatie, notre armée, le cas échéant, nos services de renseignement. Donc, moi, j'attends, il y a une grande prudence, qu'on sache ce qui s'est passé et sans doute le jugement de l'histoire, un jour, on pourra en reparler, on saura ce qui s'est passé. Vous dites grande prudence. Est-ce que, pour dire les choses clairement, est-ce que vous voyez la main de Vladimir Poutine derrière ce qui s'est passé? Mais moi, j'écoute les commentaires qui sont faits, mais moi, j'ai pas d'informations particulières. Vous voyez les méthodes de Vladimir Poutine, vous voyez l'élimination de ses opposants politiques ces dernières années, et donc vous pourriez vous dire qu'effectivement, comme le dit la diplomatie française, il y a des doutes. Joe Biden aussi disait, le président américain, ne pas être surpris. Est-ce que vous avez été surpris en voyant non, ce qui s'est passé? Non, je ne peux pas dire que j'ai été surpris sur le sort qui arrivait à ce dirigeant, je le rappelle, d'une société paramilitaire qui est l'ennemi de la France. L'ennemi de la France, notamment en Afrique, était désigné par le Parlement et nous l'avons soutenu comme une organisation terroriste. Ce que je dis, c'est que c'est pas moi sur un plateau qui vais savoir ce qui s'est passé. J'écoute, je n'ai pas d'informations particulières. Donc moi, je me range à l'avis de la diplomatie française et à ceux qui savent, bien sûr, et à ceux qui savent quelque chose ou qui vont savoir quelque chose. Jean-Philippe Tanguy, Emmanuel Macron a donc précisé dans les colonnes du Point les détails de son initiative politique. Il souhaite recevoir les forces politiques représentées au Parlement mercredi prochain pour des textes transpartisans, voire des référendums. Est-ce que d'abord vous nous confirmez bien que Jordan Bardella, le patron du RN, se rendra à cette invitation et qu'il a accepté donc l'invitation du président de la République? Oui, il a fait savoir qu'il se rendrait évidemment à cette invitation pour discuter de ces sujets, même si je dois dire que nous ne comprenons pas le choix qui a été fait, qui me semble totalement à rebours des préoccupations des Français. Il a été annoncé que les priorités seraient de parler un peu de politique étrangère, de politique institutionnelle, alors que, bon, on le voit dans son interview, par exemple, la part de l'entretien de M. Macron, qui est pourtant très long, donc il a eu le temps d'en parler, s'il avait voulu d'en parler, consacré au pouvoir d'achat. Je voyais encore les Échos ont annoncé que sur 2 ans, l'alimentation et les produits d'hygiène avaient augmenté de 21%. Bon, dans l'entretien de M. Macron, ça ne prend aucune part. Voilà. Donc, il est complètement en dehors des priorités qui seront abordées, mais sur le principe, vous qui ne cessez de dire on joue le jeu des institutions, contrairement à d'autres oppositions, est-ce que vous vous félicitez de cette initiative en l'occurrence, c'est pas une institution, puisque c'est une réunion en dehors des institutions. C'est-à-dire quand le président de la République, nous sommes le principal opposant et le seul, puisque je rappelle que les oppositions qui font leur cinéma, c'est-à-dire celle de la NUPES, ont appelé à voter pour M. Macron, l'ont laissé se faire élire. Donc nous sommes le seul vrai parti d'opposition, mais M. Macron a été élu et désigné par les Français, c'est le président de la République, donc quand il convoque les forces politiques,
on va voir et on essaie de porter nos idées comme toujours. Nous portons toujours nos idées. Et de toute façon, nous avons quand même de l'influence parce que même si M. Macron, malheureusement, n'appliquera pas notre programme et que seule Marine Le Pen pourra le faire, on a quand même beaucoup d'influence depuis un an sur les décisions qui sont prises. Mais l'état d'esprit de Jordan Bardella, ce sera quoi? D'être constructif, pragmatique, ou de dire de toute façon on y va parce qu'on nous invite, mais on n'est pas dupe sur le fait que rien n'en sortira? Je ne peux pas parler à la place de Jordan, mais avec l'expérience qu'il a, j'imagine qu'il n'a pas d'illusion sur la manœuvre politique, mais qu'il défendra, comme il le fait toujours, nos positions, fera valoir ce que nous pensons bon pour la France. D'ailleurs, c'est des positions constantes. Et par exemple, si évidemment on veut parler de référendum, puisque visiblement ni LR ni les socialistes ne veulent voter la loi sur l'immigration, soit dans un sens plus laxiste, soit dans un sens un tout petit peu moins laxiste, mais qu'il le reste. Eh bien, faisons un référendum. Voilà, donc voilà vous un allez sujet. Demander voilà un référendum sujet. Sur l'immigration. Je ne sais pas ce que Jordan va demander, mais ça il est sûr. Idée, en tout cas. Oui, de toute façon, c'est une idée que nous portons depuis des mois, voire des années. Or, c'est un sujet important, c'est un sujet prioritaire qui a évidemment été remis en avant par le drame des émeutes que nous avons vécu. Même si le président veut dire circuler, il n'y a rien à voir sur ce sujet. Les Français, depuis longtemps, veulent s'exprimer par référendum. Il a changé, il a tout dit son contraire. Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous avez compris, parce que moi, en lisant l'interview, j'ai pas trop compris ce que ça voulait dire, à part s'écouter lui-même et puis aimer beaucoup entendre avoir de la philosophie de bas étage. Vous êtes paradoxal, Jean-Philippe Tanguy. Emmanuel Macron sur l'immigration dit il faut la réduire significativement, à commencer par l'immigration illégale. Oui, enfin la phrase d'avant. Oui, il y a une phrase d'avant. Demain, quand même, non, mais il y a une phrase d'avant où il explique qu'on n'est pas du tout submergé, que l'immigration, que l'immigration est bien gérée, il n'y a pas de submersion, c'est un peu trop, mais on verra. Voilà. Bon, écoutez, il n'y a jamais eu autant d'entrées dans notre pays, aussi bien des clandestins que des entrées légales. C'est-à-dire que le gouvernement de M. Macron, année après année, délivre de plus en plus de titres de séjour, alors que la France n'a pas besoin d'immigrés supplémentaires. Il y a déjà 20%, 20% de chômage chez les immigrés. À partir du moment où des référendums, la possibilité de faire des référendums est évoquée, vous dites l'immigration, ça pourrait être un bon sujet. Absolument, on l'a toujours demandé. Nous pensons de toute façon dans la lignée du général de Gaulle que le référendum devrait être un outil de démocratique pour gérer la France sur de la manière base de quel régulière, texte, sur la base du texte tous les gouvernemental, sur tous les enjeux. Bon, voilà, pour le coup, c'est lui qui choisira. Nous, on a proposé un texte. Marine Le Pen, sous la mandature précédente, avait proposé un texte très fort sur l'immigration, très clair, qui d'ailleurs a été repris par quelques lignes par les Républicains. Ce texte est toujours à la disposition. Mais si M. Macron me met un autre texte, eh bien nous exprimons, voilà, y compris contre, parce qu'effectivement, si M. Darmanin met le texte qui est prévu aujourd'hui, qui consiste à ouvrir les vannes et à légaliser les clandestins, c'est sûr que si vous autorisez les clandestins sur le territoire, c'est plus des clandestins. Enfin, ils sont toujours sur le territoire. C'est moi, c'est comme ça que je la vois. Pour ceux qui travaillent dans les métiers en tension. Oui, les métiers en tension qui ont une acceptation très très large. Très très large, parce que je peux vous dire que quand vous avez encore 7% de chômage en France, il y a de quoi former les Français avec des bons salaires et tout le monde voudra travailler. Jean-Philippe Tanguy, autre sujet longuement abordé par le président, celui de l'école. Il propose une réduction des vacances d'été, une rentrée des classes le 20 août pour les élèves en difficulté. C'est une bonne idée? Oui, non, mais le fait comment dire, que le temps scolaire soit développé, soit plus important, vu malheureusement la perte des savoirs fondamentaux de notre école, c'est important. Effectivement, les vacances trop longues peuvent être un sujet, comment dire, d'inégalité sociale. Hein, évidemment, on l'a vu, beaucoup de Français cet été n'ont pas pu partir en vacances, les classes populaires, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une famille qui peut aussi accueillir les enfants dans des périodes de vacances. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on peut réfléchir, il faut voir les modalités. Parce vous êtes a priori plutôt favorable. Oui, mais il ne s'agit pas non plus de faire garderie, parce que parfois aussi il y a une confusion où les écoles sont ouvertes, mais c'est pas pour enseigner. Là, l'idée, c'est de voir ceux qui sont en difficulté et de les accueillir plus tôt. Oui, d'accord, mais il y a ceux qui sont en difficulté. Et les syndicats disent c'est hors sol, c'est trop compliqué. Parce que là où les syndicats, pour le coup, ont raison, c'est que ces décisions sont toujours annoncées sans que ce soit décidé, préparé. Et donc après, au lieu de mettre en place la décision, il y a des polémiques, il y a des affrontements. Et donc ça, c'est la spécialité de M. Macron après 6 ans de présidence et 10 ans au pouvoir, c'est qu'il ne comprend toujours pas comment fonctionne la France, comment fonctionne une démocratie. C'est pas en faisant travailler les gens ensemble, c'est en collaborant, c'est pas en opposant les uns ou les autres et en faisant des annonces. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup choqué sur la politique d'éducation, sur l'éducation, c'est M. Macron qui annonce qu'il n'est pas satisfait de l'organisation du baccalauréat. Or, qui est-ce qui a changé le baccalauréat? Qu'est-ce qui aime ces épreuves si tôt? C'est M. Blanquer, c'est M. Macron. Donc on a quand même un président de la République, si vous voulez, qui est capable, sans visiblement prendre aucun recul sur lui-même, parce qu'il n'y a pas une seule fois où il reconnaît une erreur. Hein. Il y a 21 pages d'interviews. Pourtant, vos collègues, vos confrères et consoeurs du Point essaient de le mettre sur ce sujet. Il ne reconnaît aucune erreur. Il ne reconnaît aucune bêtise. Pas du tout. Rarement reconnaît des erreurs. Vous-même, on vous entend assez. Écoutez, moi, si je fais une erreur, je le reconnaîtrai. Ça m'est déjà arrivé au début de
de mon mandat, j'avais fait une erreur, je me suis excusé. Mais Marine Le Pen, par exemple, elle lui a pu commettre des erreurs, elle s'est toujours excusée, elle a toujours eu un rapport de vérité. Il nous reste très peu de temps. D'accord, mais c'est quand même incroyable de pouvoir condamner une réforme qu'il a lui-même mis en œuvre. Il nous reste très peu de temps sur cette interview. Emmanuel Macron confirme ne pas vouloir voir Marine Le Pen lui succéder. Il dit: je voudrais qu'il puisse y avoir à ma suite une femme ou un homme qui porte les valeurs de la République et je l'espère de la France et de l'Europe dans 4 ans. Vous êtes prévenu? Mais prévenu de quoi? Que M. Macron ne veut pas que sa principale opposante et qu'elle ait une femme qui c'est sa responsabilité de s'y investir. Moi, écoutez, notre responsabilité, c'est de porter Marine Le Pen, si elle le souhaite, à l'Élysée, qu'elle gouverne la France comme elle devrait gouverner, et qu'enfin, dans le fait que non, mais au contraire, plus il s'investira, plus je pense ça nous permettra de faire réaliser aux Français qu'il faut un vrai changement, une vraie rupture, non pas avec la République, mais avec l'incompétence. Et on en revient au début de notre entretien, qui a mis notre pays dans cet état, avec des quartiers qui sont devenus des favelas, une école qui n'en est plus une, et une fois de plus un pouvoir d'achat sur les biens de première consommation qui a été amputé de 20% en 2 ans sans que les salaires suivent. Donc il est grand temps que Marine Le Pen, elle, incarne et défende la République. Et autre son de cloche, pour finir, toujours hier soir, aux 20h de TF1, Nicolas Sarkozy a jugé injuste et insultant le procès en illégitimité intenté à Marine Le Pen, qui rajoute, Nicolas Sarkozy: on ne peut pas reprocher au RN de ne pas être un parti républicain. C'est votre nouvel avocat, Nicolas Sarkozy? Non, il a dit des choses moins aimables, mais il dit une évidence. Mais ce que tout le monde fait, qu'elle n'a pas d'équipe, enfin ça. Oui, vu les résultats de M. Sarkozy, c'est plutôt un brevet d'honorabilité, de ne pas être considéré comme compétent par quelqu'un qui a ruiné la France, qui a mis des centaines de milliards de dettes, qui a fait un record d'immigration. Donc ces mots-là, ils ne vous font pas plaisir. Je rappelle que M. Sarkozy, c'est celui qui a supprimé 10 000 postes de policiers. Donc moi, je suis très content quand M. Sarkozy trouve qu'on est incompétent, parce que franchement, c'est plutôt bon signe. Mais là, injuste et insultant le procès en illégitimité. Mais bien sûr, mais les Français le savent très bien. De toute façon, ces procès en diabolisation ne servent à rien. La seule chose qui sauve encore le système, cette espèce de peur perpétuelle que ça va s'effondrer, que la situation va être pire. Bon voilà, de toute façon, ce système ne tient plus que par la peur, ça ne fonctionne plus. Et maintenant, j'ai confiance dans le fait que les Français veulent enfin des dirigeants politiques qui les aiment, qui aiment la France et qui veulent avoir la volonté de régler les problèmes.